Bonjour à tous, bonjour chers internautes et bonsoir pour ceux qui nous suivent ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Bienvenue Matumo, que j'ai déjà reçu. Bienvenue Matumo, bonjour. Bonjour, Monsieur Philippe. Je rappelle que Bienvenue Matumo est membre actif de la lucha qui signifie lutte pour le changement évidemment dans la RDC, République démocratique du Congo, c'est bien ça, je n'ai pas dit une Oui, bêtise. c'est bien cela. Je suis militant de Lucha, Lucha qui est un mouvement citoyen qui est très actif et très engagé en RDC depuis 8 ans. Depuis 8 ans, d'accord. Concernant la lucha, déjà, est-ce que, à part vous qui intervenez souvent, RFI et d'autres radios, même à la télévision, il y a d'autres membres aussi qui sont ici en Europe, ou bien c'est vous simplement qui représentez la lucha ici en Europe, notamment en France? Non, il y a d'autres membres qui sont actifs aussi, mais pour des besoins professionnels ou des besoins personnels, ils ne veulent pas s'afficher en tant que tel. Mais nous avons un grand réseau ici en France, en Belgique, aux États-Unis, partout. Nous essayons de construire une dynamique assez large qui touche tous les Congolais parce que la question que nous portons, elle est essentielle pour l'avenir de notre pays et tous les compatriotes qui veulent vraiment voir ce pays décoller doivent s'inscrire dans notre chemin. Et donc c'est pourquoi nous avons un grand réseau ici. Ok, je rappelle que vous êtes actuellement en France pour poursuivre vos études, c'est bien ça? Oui, c'est bien cela. Et Je finis le master et là j'ai entamé mes recherches doctorales. d'accord. Et vous êtes encore parmi nous pendant un certain temps, j'espère. Vous n'allez pas nous quitter aussitôt. Non, je suis encore là, mais je vais aller rapidement à Kinshasa après que les frontières soient ouvertes. Donc D'accord. après la maîtrise de la pandémie, je vais me rendre à Kinshasa et à Goma pour voir ma Ok. famille, mais aussi participer aux activités du mouvement. Parlons de Kinshasa, justement, République démocratique du Congo en général. La situation actuelle, la situation sanitaire, à votre avis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette pandémie de coronavirus qui a touché le monde entier et apparemment aussi l'Afrique? Quelle est votre lecture de cette pandémie, de ce qui s'est passé? Alors moi je vais me limiter de la perception qui est la mienne ou bien qui est le nôtre en tant que Lucha en RDC. Oui. Nous notons que le virus, il est vrai, il existe en RDC. Il y a eu des cas positifs qui ont déjà été enregistrés. Il y a des victimes, des personnes décédées. Il y a des personnes qui sont en cours de traitement, il y a d'autres qui sont en train de guérir. Et nous souhaitons ceux qui sont en cours de traitement de pouvoir guérir rapidement parce qu'on a besoin de vivants. Le problème, c'est qu'on note qu'il y a un relâchement de la part de la population. La population ne croit pas qu'il y a cette pandémie à Kinshasa ou alors en RDC. Il y a aussi une faiblesse de la part de l'autorité pour gérer la crise. La riposte est mal organisée. Elle ne prend pas en compte des aspects importants tels que les aspects socio-économiques. L'aspect culturel aussi. On semble négliger la culture des Quinois vis-à-vis à une maladie importée, il faut le dire comme ça. Ce qui fait que toutes les mesures qui ont été annoncées par le chef de l'État Oui. ont de la peine à être exécutées ou alors être suivies par l'ensemble de la population. Et aussi, il faut noter que c'est la déstructuration des structures de santé en RDC. Donc, le secteur sanitaire est à panne depuis très longtemps et il a été désarticulé d'une manière volontaire par ceux qui ont gouverné le pays les dernières décennies. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens meurent alors qu'ils ne pouvaient pas mourir si on était dans un autre pays. Il y a crise des respirateurs, par exemple. Il y a crise des médicaments. Il y a crise des prises en charge psychologiques. Ça fait que les gens sont en train de mourir alors qu'ils pouvaient être sauvés. Et nous, Lucha et d'autres structures, nous avons mis en place une campagne citoyenne qu'on appelle Congo contre Corona, qui consiste évidemment à aller mobiliser les fonds auprès des personnes de bonne volonté, mais aussi sensibiliser les citoyens sur la présence et la propagation rapide de cette pandémie en RDC. Et nous avons lancé déjà la première activité la semaine dernière. On a vu la résistance farouche de la population. Quand on dit que le virus est là, il faut vous protéger, porter les masques, respecter les mesures hygiéniques, lavez-vous de temps en temps. Les gens sont très sceptiques. Ils considèrent que la Covid est une maladie occidentale et qu'il y a des maladies plus dangereuses telles que la malaria, telles que le typhoïde et d'autres maladies à caractère mortuel qui n'a jamais mobilisé l'ensemble du monde comme c'est le cas aujourd'hui. Donc cette perception, elle est là. Et donc c'est à nous, intellectuels, c'est à l'ensemble du gouvernement d'envisager des mesures
à mon avis, culturel pour montrer et convaincre l'opinion de respecter les mesures. Sinon, les jours à venir, je ne veux pas être catastrophiste non plus, mais pour dire que la maladie va continuer à se propager s'il n'y a pas de solutions idoines et appropriées qui sont prises. Et l'autre élément, et puis je vais jeter par là, l'autre élément qui fait que les gens ne veulent pas reconnaître la présence de cette maladie, parce que jusqu'à aujourd'hui, la maladie ne touche qu'une certaine catégorie de la population. Donc c'est une classe bourgeoise qui est affectée par la maladie. Et quand on voit ce qui se passe autour de la présidence, mais dans le cabinet du chef de l'État, ce sont des personnes aisées qui ont eu accès à des voyages et qui ont de l'argent, qui sont en train d'être touchés. Donc, ma mère qui n'a jamais voyagé, ma mère qui vit dans une précarité, ne se sent pas concernée par la maladie parce qu'elle estime que parmi toutes les victimes décédées, il n'y a personne de son rang qui a été touché. Donc, ce genre de situation aussi pousse à la population de dire cette maladie n'est pas vraie. Et donc, il faut qu'il y ait une stratégie de mobilisation très efficace pour permettre aux gens de respecter la mesure. Mais par contre, à Bukavu, j'ai discuté hier avec nos équipes de Bukavu, ils nous disent que les gens ont peur de déclarer la maladie. Donc les gens se camouflent dans la population et ce camouflage pousse à une propagation incontrôlée de la maladie. Ce qui fait qu'à Bukavu, à ce moment, il y a eu des décès. On ne sait pas si c'est lié à quel phénomène, mais des décès sont enregistrés dans la ville. Et ça, c'est inquiétant. Ça montre que l'autorité de Bukavu n'a pas pris sérieusement la question pour résoudre ou alors pour envisager des mesures très, très fortes. Alors, pour un peu faire l'avocat de cette population qui se méfie un peu, je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup contribué et pas forcément à tort, parce que certains disent que derrière le coronavirus, il y a cette volonté de faire vacciner une grande population africaine et que cette vaccination, rien ne dit qu'elle va aller à l'intérêt de la population. Au contraire, ça va peut-être pousser cette population à être beaucoup plus faible qu'actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Lucha, si vous voulez, Lucha est opposé à une vaccination en Afrique parce qu'on estime que la maladie a commencé ailleurs et c'est là qu'il faut tester les vaccins. Mais par contre, nous sommes favorables à des études plus sérieuses à l'échelle de l'Afrique aussi par les médecins africains. Et là, je salue en passant le docteur Jérôme. On espère que ce protocole, qui à mon avis peut aider à protéger les vies, sera accepté par le Congo. Et j'ai vu que le président Tshisekedi s'est montré très ouvert vis-à-vis de ce protocole, ce qui est une bonne chose. Et donc, moi je considère que les solutions africaines doivent aussi prévaloir dans cette pandémie. Et là aussi, le cas de Malgache semble être exemplaire qu'il faut suivre pour combattre cette maladie par aussi la médecine africaine. Pas forcément par une médecine importée qui est déjà très capitalisée. C'est une médecine néolibérale qui ne vise que le profit à la place de vie. Donc moi je considère, et nous considérons en tant que Lucha, que les populations congolaises ne doivent pas être prises pour des cobayes. Il faut que les vaccins modernes, comme il faut l'appeler, commencent par des pays qui ont été fortement touchés, à l'instar de l'Espagne, la France, les États-Unis, la Chine et d'autres pays du monde, et pas forcément le continent africain, qui n'a pas été jusque-là secoué. Je retiens le mot important, il ne faut pas prendre la population congolaise pour des cobayes. Parce que nous savons aussi qu'à travers certaines vaccinations, on fait des tests à grande échelle sur une population démunie, tout simplement parce qu'on ne pourrait pas les faire, ces tests, dans les pays européens où tout cela est régi d'une façon stricte et la population est beaucoup plus protégée que chez nous. Alors, je voulais ajouter juste un petit point qui me paraît important, c'est de dire que nous, en tant que Lucha, nous sommes en train de mener une étude sur la question de la perception des citoyens quinois et des citoyens congolais de cette maladie et comment l'autorité déploie les mesures, les stratégies pour répondre à cette question. Donc, nos équipes sur ce terrain à Kinshasa sont en train de rencontrer à la fois les autorités sanitaires, les patients qui ont été guéris, mais aussi le comité de riposte qui est mis à place pour voir dans quelle mesure les gens perçoivent cette maladie et comment est-ce que les efforts sont fournis pour mettre en place des solutions appropriées. Donc peut-être dans les jours prochains, d'ici peut-être début juillet, on pourra finir avec l'étude et on pourra publier ça dans le cadre de notre outil qu'on appelle la fatiométrie. Très bien. Donc cette étude, ça concerne que
ça concerne tout le pays ou bien seulement Kinshasa et ses environs? C'est pour l'ensemble du pays. Alors, on essaie de, pour l'instant, on privilégie les villes qui sont déjà touchées par cette maladie. Là, on est à Kinshasa, à Matadi, à Lubumbashi, à Goma, à Bukavu, Beni et à Chopo, et à Kisangani plutôt. Donc, on essaie de voir dans quelle mesure dégager une tendance. On ne va pas dire que nous sommes exhaustifs, mais on va dégager une tendance sur la perception, les mesures prises, mais aussi les réponses de l'autorité. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ce point de vue concernant ce problème sanitaire qui a touché carrément, qui continue d'ailleurs à toucher le monde entier. J'aimerais maintenant qu'on parle de la situation actuelle de la justice congolaise. Comme d'aucuns le savent, nous sommes actuellement en train d'assister à un procès que nous espérons juste et équitable du chef du cabinet, directeur du cabinet du président, M. Vital Kamerhe. Comment vous voyez ce procès, sa gestion? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Est-ce que nous sommes en train de basculer d'une dictature kabiliste à une démocratie réelle, ou bien c'est juste une fantaisie, tout simplement un semblant de démocratie pour calmer le peuple? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le 9 avril 2020, j'avais écrit un papier dans lequel j'ai essayé de décortiquer ce qui s'est passé. C'était un jour après l'arrestation de Vital Kamerhe, qui est le principal accusé dans ce dossier dit 100 jours. J'avais dit clairement que ce dossier il est à la fois politique mais aussi judiciaire. Politique parce que ça consiste à écarter un allié de taille qui a des ambitions présidentielles en 2023 et qui, si on rentre dans le passé, il a signé un accord avec Tshisekedi selon lequel c'est lui qui sera candidat président de la coalition Cash. Et l'autre aspect, c'est l'aspect juridique, c'est qu'il y a l'argent qui a été décaissé par l'argent pour financer des travaux, mais les travaux n'ont jamais été exécutés ou au connu un état d'exécution, et on sent que les malversations financières ont été organisées, l'argent a disparu et les taux d'exécution des travaux ne correspondent pas au taux de financement. Donc il y a lieu. Le 9 avril 2020, j'avais écrit un papier dans lequel j'ai essayé de décortiquer ce qui s'est passé. C'était un jour après l'arrestation de Vital Kamerhe, qui est le principal accusé dans ce dossier dit 100 jours. J'avais dit clairement que ce dossier il est à la fois politique mais aussi judiciaire. Politique parce que ça consiste à écarter un allié de taille qui a des ambitions présidentielles en 2023 et qui, si on rentre dans le passé, il a signé un accord avec Tshisekedi selon lequel c'est lui qui sera candidat président de la coalition Cash. Et l'autre aspect, c'est l'aspect juridique, c'est qu'il y a l'argent qui a été décaissé par l'argent pour financer des travaux, mais les travaux n'ont jamais été exécutés ou au connu un état d'exécution, et on sent que les malversations financières ont été organisées, l'argent a disparu et les taux d'exécution des travaux ne correspondent pas au taux de financement. Poser des questions, comment est-ce que cet argent a été géré? Ce qui fait qu'il y a des faits vrais sur lesquels la justice s'est basée pour enquêter. Maintenant, comment on voit le développement de ces dossiers? Je pense que moi je suis trop prudent. On a vu pendant les audiences qui ont été organisées que l'un ou l'autre cherche à se défendre, mais encore une fois, ce qui sera très déterminant, c'est la position de la justice. Est-ce qu'elle était devenue indépendante, comme nous le souhaitons, ou bien elle joue sur des injonctions politiques qui viennent d'ailleurs? On ne sait pas. On sait que cette justice a été prise en otage depuis très longtemps par les acteurs politiques. Et donc, nous sommes très réservés de savoir est-ce que la justice n'est-elle pas manipulée pour écarter un allié de taille, comme Vital Kamerhe, ou bien ce n'est pas une carte qui vient de l'Occident pour fragiliser ou alors montrer à l'opinion qu'il y a un allié ou bien il y a un personnage politique important qui vient d'être écroué pour des dossiers de détournement. Et donc, ça montre que même ceux-là qui ont dirigé le pays pendant 18 ans, qui sont jusque-là intouchables, peuvent être secoués d'un moment à l'autre. Est-ce que ce n'est pas une stratégie? C'est possible aussi, mais ce qui est sûr, l'argent de l'État a été décaissé et les travaux pour lesquels cet argent a été décaissés n'ont jamais été exécutés, et on a vu qu'il y a des problèmes de contrat, qu'il y a des problèmes de précipitation dans le paiement. Donc il y a quand même un montage intellectuel qui a été mis en place pour détourner l'argent de l'État. Donc c'est aux juges maintenant, s'ils sont réellement indépendants, qui vont nous prouver que
M. Vital Kamerhe est innocent, je le souhaite bien, ou alors il est coupable, et à ce moment-là, il doit subir la rigueur de la loi, parce que lui, c'est quand même un personnage, comme je l'ai dit, qui doit avoir des caractères exemplaires dans la société, et encore, il faut noter qu'il est quand même chantre de la bonne gouvernance, chantre d'un état de droit. L'état de droit, c'est aussi respecter les règles de la gestion financière ou alors des finances publiques. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, mais on se rend compte d'une chose, c'est que la population congolaise est vraiment favorable à ce procès, même si elle est inquiète de voir qu'il y a de nombreux morts. Il y a quand même un juge, le juge le plus important, M. Yanni, bon, certains disent que c'est un empoisonnement, d'autres disent que c'est une crise cardiaque, mais c'est vrai que c'est curieux que ça arrive au moment où le procès se passe et devient intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez en fait de tous ces morts à la présidence, la justice? C'est quoi votre lecture? Alors, notre lecture, d'abord, il faut dire qu'il y a un besoin de la population d'avoir un coupable. La population congolaise a besoin d'une justice vraie qui fonctionne pour établir l'état de droit. Donc, la population va être réconciliée avec sa justice. Ça, c'est fait. Ce qui fait que les gens suivent pendant plusieurs heures ce procès. Moi, j'ai suivi ça de 11h jusqu'à 23h. C'est quand même incroyable que je sois accroché à un procès comme ça. Tout simplement parce que ça montre la soif que j'ai de voir une justice dans mon pays fonctionner comme ailleurs. Et donc, à cette justice, à cette opinion-là, il faut offrir un condamné. Il faut qu'on trouve ce condamné-là. L'autre aspect, c'est le plus inquiétant, évidemment, c'est la mort inopinée du juge principal dans les dossiers. Et nous avons demandé qu'il y ait l'autopsie pour qu'on sache clairement quelles sont les maladies qui ont précipité ces décès. Est-ce qu'il n'y aurait pas de mémoire? Est-ce que ce n'est pas l'intimider ou bien ce n'était pas les liquider pour son rôle impartial qu'il jouait dans le procès? Vraiment, il était d'une impartialité singulière. Ça, personne ne peut le contester. Il avait une humilité, une simplicité remarquable. Est-ce que c'est pour ça, ce n'est pas pour ses qualités de conduire ces débats qu'on a voulu l'écarter parce que peut-être il allait ouvrir la boîte à Pandore, comme on le dit, faire venir beaucoup de gens et peut-être toucher, secouer les institutions, parce qu'on a vu des ministres en fonction, directeurs de la Banque centrale, des anciens ministres venir comparaître, des conseillers économiques venir. Donc ça montre que ce dossier touche beaucoup d'acteurs et peut-être si on ne le conduit pas très bien, ça risque de secouer les institutions. Alors moi je ne sais pas pourquoi on l'a tué, mais nous avons exigé l'autopsie. Et on espère que les analyses de l'autopsie seront publiées pour que chacun soit rassuré que le juge Yanni, paix à son âme, il est mort par XY maladie ou alors c'est une crise cardiaque comme on le prétend. Donc il faut que l'autopsie nous dise clairement ce qui s'est passé. Mais quand même c'est inquiétant qu'il soit décédé dans ces circonstances-là. Cette coïncidence-là, elle est hasardeuse et à mon avis, elle est questionnable. On se pose aussi la question, à savoir, est-ce que c'est seulement le seul cas de détournement qu'il y a au pays, étant donné, bon, on a la réponse, hein, il y a énormément de détournements, il y a énormément de personnes en liberté qui ont dirigé ce pays, qui n'ont jamais été inquiétées. On peut parler, bien sûr, des compagnies telles que la MIBA, telles que la gestion des ports, à gauche, à droite, y compris même le problème de passeport. Voilà, il y a quand même quelque chose qui choque tout Congolais, de voir que le passeport congolais est un des plus chers. On fait en sorte que la personne qui dirige en tout cas cette cellule décide de changement ou non de nouveaux passeports pour que les Congolais continuent de payer. Est-ce que tout cela est normal dans un État dit démocratique, dit de droit? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cela? Est-ce que les Congolais doivent toujours rester les dindons de la farce à payer alors là, un prix exorbitant, un passeport, alors qu'ailleurs, ce n'est pas ce prix-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je retiens tout ce que vous avez dit, qu'il y a eu beaucoup de dossiers de détournement dans ce pays-là, il y a eu beaucoup de révélations qui sont en train d'être rendues publiques ou dans lesquelles on montre que les gens se sont accaparés l'État et ses richesses. Et il y a vraiment beaucoup de scandales, le Bukangalonzo, l'enrichissement illicite de certains personnages autour de Kabila, les Indiens qui viennent faire d'affaires des chiffres énormes au Congo. Il y a la gestion chaotique de la MIBA, des GECAMINE. Donc il y a beaucoup de dossiers, y compris les dossiers de passeport. Et là, je voulais placer un mot parce que c'est un dossier où moi je portais plainte.
je portais plainte contre Semlex, l'entreprise qui délivre les passeports, parce que Semlex a participé à une corruption d'adoption de ces marchés en 2015. Il faut le rappeler qu'en 2015, Semlex signe le contrat avec le gouvernement congolais pour délivrer les passeports aux Congolais. Et il faut quand même, je rappelle qu'un passeport, c'est un document administratif, c'est un service public qui doit être accessible à tout citoyen qui le désire l'obtenir. Tout à fait. Parce que, évidemment, dans le contexte du Congo, on n'a pas de carte d'identité. Les passeports vont l'identité congolaise à l'étranger. Donc, c'est le seul document qui justifie à ce jour que je suis congolais. Et alors, du moment où Semlex gagne les marchés, un marché qui a été attribué par gré à gré, qui n'était pas, à mon avis, conforme, parce que la loi, si la passation du marché 2010, fixe quand même des critères pour que les marchés soient déclarés gré à gré. Et là, Semlex les marchés des passeports ne tombent pas dans cette catégorie-là. Et donc, dans ces marchés, il s'avère que officiellement le passeport il est vendu à 185 $, mais à Kinshasa, vous l'obtenez, si vous voulez l'obtenir dans les délais, à 250 $ ou même plus. Ici à Paris, on l'obtient à 250 $, à 250 €. Aux États-Unis, 255 $. À Bruxelles, à 250 €. Donc, il y a des différenciations de prix selon qu'on se trouve à un point X ou Y, alors que c'est pour le même document, qui est un service public. Alors, ce qui s'est passé, c'est que si les 185 $ sont distribués par des personnes et l'État, c'est-à-dire la société Semlex obtient plus ou moins 60 $, la société, le gouvernement congolais, 60 $, et puis il y a une société, ECRA, proche de Joseph Kabila, qui gagne 65 $. Wow. Et cet argent, si vous le comptabilisez, de 2015 jusqu'à aujourd'hui, la société Semlex a produit 600 000 passeports, ce qui fait que Joseph Kabila, ou bien la société ECRA, qui est proche de Kabila, a touché 36 millions de $. Et cet argent, si on veut être plus pratique, peut payer par exemple 125 000 enseignants par an, peut construire plus de 100 écoles, et peut, pour parler de Covid, peut permettre que le gouvernement donne à chaque Quinois 3 masques pour se protéger. C'est-à-dire que c'est énorme. Alors pourquoi moi je portais plainte? C'est pour décourager que notre pays ne soit pas un champ de bataille économique. Vous avez porté plainte, vous avez porté plainte auprès de quelle institution? Alors, on a porté plainte à 2 niveaux. Au niveau du Congo, contre la société Semlex, et au niveau de la Belgique, où la société est établie clairement. Et donc, les dossiers sont en cours de traitement, et on espère qu'on va gagner, parce qu'il n'y a pas de raison pour que un dossier, un marché public soit passé dans des manières opaques et d'une manière frauduleuse qui a permis toute la corruption. Alors nous exigeons non seulement que Semlex, la société, soit punie, soit jugée pour des faits de corruption, y compris les personnes qui ont été impliquées dans la procédure de passation du marché, mais aussi que le prix du passeport soit revu à la baisse. C'est un service public, il doit être revu à la baisse. Mais pour y arriver, il faut que la procédure de passation de marché public avec la nouvelle société soit transparente. Il faut que la procédure soit transparente et équitable. Ça sous-entend qu'il y ait un appel d'offres pour que toutes les sociétés désireuses postuler soient en mesure de le faire. Et cela doit se faire rapidement parce que le contrat finit le 11 juin. Donc d'ici la semaine prochaine, le contrat finit avec Semlex. Ça sous-entend que le gouvernement doit prendre des mesures pour ne pas renouveler le contrat avec Semlex. Et là, on est très content parce que le gouvernement a pris l'engagement de dire qu'on ne va pas renouveler le contrat avec Semlex. Maintenant, nous exigeons qu'il y ait une déclaration officielle du gouvernement et nous dire comment est-ce que la transition va être faite, parce que là, on ne peut pas avoir un marché rapidement, c'est dans peu de jours. Comment est-ce que le gouvernement organise la transition entre les 11 et le jour où on va obtenir une société qui va commencer à délivrer le passeport? Ou bien quels sont les mécanismes que le gouvernement met en place pour continuer à délivrer le passeport aux Congolais après les 11? Ça, on a besoin de savoir. Et l'autre aspect, c'est quand même le président Tshisekedi, lors de sa campagne électorale, il disait à haute voix et partout il passait qu'il va réduire les coûts du passeport. Et donc nous l'appelons à respecter son engagement électoral, qui est devenu un engagement politique. Il doit s'impliquer personnellement pour que le prix du passeport puisse baisser. C'est un service public. Il n'y a pas de raison pour que le passeport congolais soit le plus cher du monde. Il n'y a pas de raison. Surtout que le Congo n'est pas un État aussi fort pour dire que si tu as un passeport congolais, tu as accès au visa, tu as accès à certains avantages internationaux. Non, il n'y a rien. Il suffit d'avoir un passeport congolais pour qu'ici à Charles de Gaulle, on te regarde 4 fois dans le visage, ou il y a la Belgique, alors que si un passeport belge, c'est vite fait quoi. Donc, il y a ces dimensions qu'il faut considérer dans ces dossiers. Donc, nous continuons à exiger
pour me résumer, le non-renouvellement du contrat avec Semblex, nous continuons à exiger qu'il y ait un processus transparent de passation ou bien d'appel d'offres pour que l'autre société puisse gagner le marché, on ne sait pas laquelle, ou alors que l'État nous dise clairement comment il va continuer à délivrer les passeports après le 11 juin de ce mois. Comment le Congolais va pouvoir obtenir un passeport. J'ai une question, parce que le fait de porter plainte en Belgique suppose que si la Belgique juge l'affaire, il peut y avoir une exécution au Congo, par exemple. C'est ce que vous supposez. Je veux dire, s'il y a un jugement, est-ce que ce jugement-là peut s'opérer au Congo? Alors le jugement sera de condamner Semblex. Oui. Semblex, qui est une société qui est basée en Belgique, il pourra être condamné ou payer les réparations aux personnes qui ont été victimes. Donc l'exécution du jugement, ça ne dépend pas que ce soit en Belgique ou ailleurs. C'est que le parquet belge qui est sous le dossier peut rendre un jugement en faveur des plaignants que nous sommes. Et là, Semblex sera obligé. Ok, ma question est encore beaucoup plus. Voilà, je vais essayer d'être un peu plus clair. Une fois que le jugement est effectué et que Semblex est condamné, est-ce que les plaignants que vous êtes, vous attendez de ce jugement de recevoir des indemnités? Si oui, est-ce que vous avez plus ou moins déterminé les nombres de personnes victimes qui pourraient recevoir, qui pourraient être indemnisées par rapport à ce problème de Semblex? Alors, nous attendons des réparations parce que nous avons été abusés. Oui. Et donc, si le jugement est dit en notre faveur, les juges, y compris notre défense, pourront établir quelles sont les modalités pratiques de notre réparation. Quand vous dites vous, vous représentez toutes les victimes ou bien vous, en tant que Lucha ou quelques personnes qui ont pu acheter les passeports? C'est ce que je veux savoir. Alors là, je parle de ces personnes qui ont porté plainte. Il y a 51 citoyens qui ont porté plainte. Mais on appelle aussi à d'autres Congolais qui ont les passeports congolais, qui l'ont acheté les mêmes conditions que nous, de pouvoir se joindre pour qu'on amplifie la campagne. Et normalement, si Semblex est condamné, le gouvernement congolais doit pouvoir rétablir les Congolais dans leurs droits, tous ceux qui ont acheté le passeport depuis 2015. Ça nous attaque que le gouvernement a participé à une corruption, à une escroquerie, et le juge vient démontrer que ce n'était pas correct, vous avez abusé des Congolais, il faut restituer la différence, ou bien il faut trouver des mesures compensatoires parce que on nous a abusés, on nous a escroqués, c'est pas normal. Donc le gouvernement congolais, une fois de plus, sera mis devant ses responsabilités pour voir qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas où le jugement est rendu en faveur des plaignants. Ok, d'accord, j'ai bien compris. Ça veut dire que vous avez quand même quelque part, vous croyez quand même en la justice de notre pays, parce que si vous avez porté plainte au Congo... Oui, on espère que vous êtes, la justice qui est en train de se relever, on l'espère, pourra aussi montrer son indépendance et son impartialité dans le traitement de ce dossier des passeports contre Semblex. D'accord. Alors moi je suis un peu... je suis très sceptique par rapport à la justice du pays, parce que je me dis, une justice indépendante, si elle commence déjà par ne pas bien traiter les affaires courantes telles que les élections qui se sont passées, même si maintenant c'est dans le passé, on le sait. Il y a eu tellement des choses qui ont été dites, des personnes qui ont contesté les résultats jusqu'à aujourd'hui. Et cette justice-là a toujours été aux ordres. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, cette justice ne soit pas totalement aux ordres de pouvoir en place maintenant? Voilà, puisque le pouvoir semble avoir changé, même s'il y a encore quelques résistances. Et pourquoi cette justice serait-elle tout à coup indépendante? Pourquoi serait-elle tout à coup indépendante? Alors, évidemment, oui, il y a des raisons de s'inquiéter de notre justice, parce qu'elle n'a pas été indépendante au moment où on l'a voulu. Depuis très longtemps, elle a été sous l'otage des restrictions politiques. Et moi, j'ai envie de dire que la justice congolaise veut se libérer de cet otage. Elle veut profiter de ces vents qui s'ouvrent sur le Congo pour affirmer son indépendance, mais aussi pour récupérer sa liberté. Parce qu'elle a été vraiment accroupie, elle a été muselée par les politiques et elle ne pouvait pas fonctionner. Non seulement elle était muselée, accroupie, prise en otage, mais les conditions de vie des juges, des magistrats étaient aussi misérables, ce qui est quand même inquiétant. Et moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les juges, la justice dans son ensemble, veut se relever, récupérer son indépendance, affirmer sa liberté et commencer à traiter les dossiers petit à petit. Et là, je le dis parce que
Je vis par exemple dans le cas du maître de notre collègue de Beni, Marcus Kambale, et là ce matin je vais d'apprendre que la justice va ouvrir, les audiences vont commencer le lundi et ça sera public pour permettre aux gens de voir que un policier n'a pas droit à tuer un militant. Donc pour moi je me dis c'est un bon signal. Il y a 6 mois avant, on avait encore perdu notre collègue Obadi Mouindo. Jusqu'à présent il n'y a jamais eu de justice. Mais là quand même on sent le 23 aujourd'hui, ça fait 2 semaines presque, la justice active pour rentrer un jugement dans ces dossiers. Donc pour nous c'est un ouf de soulagement de voir que notre justice commence quand même à se rattraper petit à petit, commencer à traiter les dossiers pour lesquels elle est censée. Donc moi, je reste sur mes réserves pour dire que oui, cette justice est en train de faire un travail, mais ce n'est pas suffisant pour qu'on dise qu'elle est devenue totalement. Mais je comprends ce souci de la justice de récupérer ce pouvoir, mais aussi d'affirmer et d'assurer les Congolais qui ont perdu totalement espoir de cette justice. Donc elle a besoin de rendre correctement tous les dossiers qui sont à leur table pour que nous soyons réconciliés avec notre justice. La justice, c'est le dernier rempart d'une société. On a besoin que ça fonctionne dans notre pays. Bienvenue Matumo. Est-ce qu'il peut y avoir une justice impartiale dans un pays qui est encore occupé? Alors, le Congo, il est occupé par les Congolais. Il faut le dire comme ça. Moi, la théorie du complot, je suis très réservé sur cette théorie-là, parce que j'estime que ceux qui ont détruit le Congo sont d'abord les Congolais. Lambert Mende n'a jamais été rwandais, il faut le dire, s'il faut toucher les faux de la question. Minaku n'a jamais été rwandais. Tous ces acteurs politiques à l'Assemblée nationale n'ont jamais été des Rwandais. Mais je comprends peut-être qu'il y a une influence qui vient du Rwanda, je ne sais pas, on sait savoir, peut-être sur les plats armés, il y a quand même des ramifications qui peuvent être faites, mais ceux qui ont la gestion quotidienne du pays sont des Congolais. Ils sont Congolais. Et donc c'est à eux qui n'ont pas voulu donner un État viable, un État équitable, un État démocratique aux Congolais. Ils n'ont jamais voulu ça. Tous les premiers ministres des Congolais, c'est eux qui ont la charge de la gestion quotidienne du pays. Mais pourquoi ils ne veulent pas aller dans le sens de développer le pays? Donc moi je considère que le Congo, s'il est occupé par une classe sociale, une classe élitiste de politiciens, une minorité de politiciens. Et moi, dans les mots les plus durs, j'ai dit, nous sommes sous l'apartheid politique de certains groupes. Et c'est à ça qu'il faut, il faut se battre pour désintégrer ce système politique qui est établi au Congo, où ce sont les fils de, où ce sont les voisins, les amis les anciens collègues, les enfants de. C'est un cercle de politiciens qu'il faut désintégrer. Il faut, comme Patrick Mouya l'a dit, il faut nous briser pour nous reconstruire. Et je crois à cette théorie-là. Et cette justice peut nous aider à nous briser. Parce qu'il suffit que la justice traite tous les dossiers, les scandales qu'on a cités ici tout à l'heure. La justice travaille dessus. La justice va arrêter tous ces gens qui ont pillé l'argent de l'État, ci et là. Et vous verrez, on va nationaliser les sociétés, on va nationaliser les biens, on va récupérer les biens. Et toutes ces personnes-là seront arrêtées, ils seront jetés en prison. Et puis, la justice va nous aider à nous reconstruire. Et ceux qui viendront gouverner demain n'auront pas la tendance ou bien la moindre idée de pouvoir pratiquer la corruption ou de détourner les biens publics. Donc, c'est important que la justice joue un rôle important. Et je réitère, si le Congo il est occupé, s'il faut aller sur cette piste-là, est occupé par les Congolais. Parce que c'est les Congolais qui ne veulent pas réformer l'armée. C'est les Congolais qui ne veulent pas réformer la police. Certains vont vous rétorquer que l'armée actuellement est quand même dirigée par plus d'une centaine d'officiers rwandais. Oui, mais qui les nomme? Mais qui les nomme? Mais Joseph Kabila à l'époque. Attention, Joseph Kabila, jusqu'à aujourd'hui, sa nationalité est toujours contestée par certains. Oui, voilà, je suis d'accord. Je ne vais pas faire aujourd'hui le débat sur cette nationalité-là qui est contestée. Oui, voilà. je suis d'accord. Donc ça veut dire que quelque part, si il nomme ses officiers, c'est peut-être qu'il nomme les gens qui sont du même pays que lui, de la même région que lui. Et à partir du moment où nous avons énormément des personnes qui s'y connaissent sur le sujet et qui nous disent avec des preuves à l'appui que l'armée congolaise est infiltrée jusqu'au sommet. Je suis d'accord. Alors on ne peut pas dire que le pays est dirigé par les Congolais. Il est dirigé certainement par des personnes qui sont sous influence
d'une armée étrangère, qui peut-être elle-même est sous influence des multinationales et des parrains encore plus puissants, mais on ne peut pas aujourd'hui dire que le Congolais est dirigé par les Congolais. Je ne crois pas. Non, mais non. Moi je soutiens ma thèse parce que l'armée n'est pas indépendante. L'armée, c'est un corps qui appartient à l'administration publique. Et ils ont un ministre de la Défense qui est congolais. Dans un pays normal, alors que le nôtre actuellement n'est pas vraiment tout à fait normal. Parce que c'est un proto-État à partir du moment où le pays a été, depuis je crois plus d'une trentaine d'années, sous une domination d'abord complètement occidentale et après une domination des pays voisins qui sont venus s'accaparer des richesses, qui se sont servis en fait d'un manque de leadership à partir du moment où le président mourant était complètement parti. Et ben, ça a été beaucoup plus simple pour le Rwanda comme pour l'Ouganda de venir et puis de s'installer. Ça, on ne va pas refaire l'histoire, mais nous sommes convaincus, en tout cas je pense que vous aussi, que la situation congolaise est aussi tributaire de ce qui s'est passé après le génocide rwandais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très d'accord. Je suis très d'accord que la situation du génocide de triste mémoire Rwanda a basculé la trajectoire politique au Congo. Et certains politiciens verraient à nous profiter pour se taper des intérêts économiques majeurs. On est très bien d'accord. Mais moi, je soutiens que le Congo est dirigé par les Congolais parce que ça fait 15 mois que nous avons un fils délimité qui est président de la République. Oui. C'est lui qui a la compétence de nommer et de destituer les généraux. Si on considère que Joseph Kabila, qui sa nationalité est toujours contestée, a nommé ses frères de Banyamulenge, même si Tshisekedi a reconnu que Nyamulenge était des Congolais, je ne vais pas entrer dans ce débat-là, mais on l'a suivi à Londres, où il a affirmé haut et fort, d'une haute tribune, que les Banyamulenge sont des Congolais. Moi, je me réserve. Mais moi, ce que je veux dire, c'est à lui que revient la charge de recomposer et de reconfigurer et enfin faire la réforme de l'armée. Son président de la République, personne ne l'empêche. Si moi je veux bien qu'il ose faire la réforme et que déjà qu'on sente des résistances au sein de l'armée, la population va les soutenir. Oui. C'est pourquoi moi je dis aujourd'hui, le pays est entre les mains des Congolais. Si Tshisekedi veut, comme il a nommé le président de la Cour constitutionnelle, je ne sais pas si c'est le procureur ou le président, il peut aussi réformer notre armée en changeant tous ces généraux qui ont été cités dans beaucoup de dossiers de corruption, de violation des droits de l'homme. Nous, on a fait ça notre plaidoyer pour dire que ces personnes-là ne doivent pas continuer à être au front. Donc vous pensez il peut, étant donné qu'il est arrivé au pouvoir d'une façon, il est arrivé au pouvoir d'une façon rocambolesque. Est-ce qu'actuellement il a les mains libres pour nommer toutes ces personnes, tous ces généraux-là? À partir du moment où il y a toujours l'œil regardant de monsieur Joseph Kabila qui est là. Hein? Mais moi j'ai toujours dit que Tshisekedi, s'il est un homme fort, comme il le prétend, béton, comme ses partisans le disent, qu'il nomme les généraux et que l'ordonnance soit liée à la RTNC. Et je verrai si Kabila envoyera des chars pour venir les destituer. Et là, on a besoin moi j'ai besoin de voir ce moment-là arriver et nous allons nous charger de ces personnes-là. La population va se charger de ces personnes-là. On attend ce moment-là pour nous briser. Que Tshisekedi nous montre sa bonne volonté pour dire, moi je vais réformer l'armée. Moi je prends des actes, des ordonnances pour changer les généraux qui sont pro-rwandais, qui sont pro-intérêt extérieur, qui sont cités dans les rapports des cas de violation des droits de l'homme, qui sont dans les affaires de mines, qui collaborent avec les groupes armés à l'Est. Et je l'ai fait, et puis mon ordonnance a été empêchée dans sa mise en œuvre par Kabila. Tout le monde va aller à Kingakati pour aller chercher cet homme. Qui est cet homme qui va bloquer tout un État? Et pourquoi il ne le fait pas? Ben oui, c'est la question que j'ai dit. Pourquoi il ne le fait pas? Moi, je ne sais pas. Je considère que ce qu'il consent à ce qui se passe aujourd'hui. Il consent. La preuve, c'est qu'il va au Rwanda de toute façon. Il consent. Mais donc, mais au moins, on sait que du point de vue matériel, Tshisekedi, c'est un garde délimité. Permettez que j'appelle un garde. C'est un monsieur délimité, fils d'un opposant historique. Il a nommé dans son cabinet, j'ai vu beaucoup de gens de sa région, quelques personnes de Caméré. Donc il compose le cabinet. Le gouvernement est piloté par un monsieur, un professeur Ilukamba. Le gouvernement, il y a plusieurs ministres de Congolais. Alors moi, je n'ai pas, en tant que scientifique, je ne peux pas dire que le Congo est dirigé par les Rwandais. Non, je ne dis pas ça. Mais je retiens quand même que ceux qui sont là, les Congolais qui ont le pouvoir, les compétences de faire, ils ne veulent pas le faire pour leurs propres intérêts. C'est pourquoi il faut les dégager, il faut les désintégrer pour créer une société qui est juste, qui met ses moyens, ses ressources au profit des Congolais.
Ok. Et cela, la justice peut nous aider à le faire. Ok, en tout cas, je crois que tous les téléspectateurs vous ont écouté et certainement beaucoup ne vont pas être d'accord avec vous, surtout lorsque vous dites que le Congo est dirigé par les Congolais. Et moi, je suis très réservé par rapport à ça. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que le Congo n'est pas et loin d'être dirigé par les Congolais. Et au contraire, ce sont des marionnettes qui sont là et ces Mais ce sont marionnettes. les Congolais. Ça, c'est Oui. autre chose. Attention, non, 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 non. Le Congo la- est dirigé Ouais. par Non, non. des Congolais, mais Ouais. qui peuvent avoir des intérêts extérieurs, qui Oui, peuvent donc- jouer la carte d'autres personnes. donc, mais dans du ce point de cas-là- vue congolais, ils sont des Congolais. Oui, mais justement, c'est dans ce cas-là, ils ne dirigent rien. Parce qu'ils reçoivent des ordres de l'extérieur. Ils ne dirigent rien dans ce cas-là. C'est ce que je suis en train de dire. Que on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le Congo appartient aux Congolais. Non, nous sommes. Si c'est un fait, en tant que scientifique, on se rend compte qu'en fait, notre pays ne nous appartient plus. Nous appartenons à ce pays-là. Ouais. Nous Nous appartenons à ce avons pays. des liens territoriaux très forts Voilà, avec le voilà, Congo. mais il ne nous appartient plus puisque ce sont d'autres personnes qui sont en train de prendre des décisions, qui sont en train de piller, qui sont en train de tuer nos femmes en toute impunité. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Ok. C'est Constant qui est très malheureux. Je l'ai toujours dénoncé depuis très longtemps. Ok. De voir que les ressources naturelles du Congo sont exportées rapidement vers l'extérieur, des sociétés opaques qui ont des intérêts gigantesques au Congo. On a toujours dénoncé tout ça. Mais aujourd'hui, du point de vue congolais, ce sont des citoyens congolais qui ont le pouvoir, mais qui, me semble, ont des intérêts avec des milliers noirs qui veulent la désintégration du Congo. Et là, tout ce débat sur la balkanisation qui monte, qui émerge dans l'opinion, c'est par rapport à tout cela. Ces personnages, moi je n'aime plus les appeler les personnalités, ce sont des personnages parce qu'ils sont comme dans un film, on les a attribué des rôles, il me semble. Mais du point de vue congolais, encore je reste sur ces points-là. Du point de vue congolais, ce sont des citoyens, on sait identifier leur milieu d'origine, on sait identifier leurs parents, leur généalogie, on peut l'identifier. Mais du point de vue économique, du point de vue politique, il me semble qu'ils sont là pour des intérêts que nous ne maîtrisons pas, qui sont des intérêts extérieurs. Et quand on voit ce qui se passe au sein de l'armée, on peut aussi s'inquiéter de dire pourquoi Tshisekedi ne devait pas réformer l'armée. Kabila n'a pas voulu réformer l'armée parce que ça le servait. Et aujourd'hui, pourquoi Tshisekedi, qui se veut protéger les limites territoriales du Congo, qui se veut rassurer l'intégrité territoriale, pourquoi ne veut pas réformer l'armée pour mettre fin à ce qui se passe à l'Est? Pourquoi Peut-être. Voilà, il y a lieu de se poser cette question-là. C'est là que que je rejoins ceux qui pensent que le Congo est occupé. Si ce point-là, je suis d'accord, mais si les points de congolité, moi je dis, ce sont les Congolais, nos fils, nos parents, nos mamans qui sont à la charge de gouverner le pays. Beaucoup diront qu'il n'a pas du tout l'impérium. Mais pourquoi il a fait les deals? Peut-être qu'il pensait qu'il aurait totalement les Mais mains qu'il libres. démissionne s'il ne sait pas gouverner. C'est aussi simple Ça, que c'est- ça. Hein. Qu'il démissionne. Moi je dis à Tshisekedi, s'il ne sait pas gouverner, qu'il démissionne. C'est une bonne question. Qu'ils nous disent publiquement que, chers Congolais, j'ai joué les deals avec Kabila parce que je croyais que je vais les déboulonner, comme il le disait des hauts des tribunes à Londres, à New York. Maintenant là, je me rends compte que 16 mois plus tard, je ne peux rien. Alors moi, je vous demande pardon d'avoir bafoué votre volonté populaire à travers les urnes. Et donc moi, je démissionne. On dira que, ben oui, c'est un citoyen engagé qui se rend compte qu'il ne peut pas. Très Mais bien. pourquoi il ne fait pas? Mais parce qu'il veut avoir l'argent, le matériel, ces conforts-là, symboliques, président, mais au fond, vous ne gérez rien. Pour moi, c'est inquiétant quand même. C'est pas que je les minimise, non, Ok. mais je constate que tout simplement, comme vous l'avez dit, beaucoup de dossiers pour lesquels il a été au pouvoir, mais pour lesquels il a fait les deals avec Kabila, n'en fasse pas. Et la paupérisation continue sur bon nombre de chemins. Les gens meurent à l'Est, les gens ne mangent pas à leur faim, et ils ne savent pas très bien gérer la question de la Covid. On sent qu'il y a, bon, tu as tout à l'heure évoqué les morts dans son cabinet. Il y a tous ces débats, rumeurs qui disent empoisonnement, mais on ne sait rien. Voilà, il y a des enquêtes qui ont commencé, mais on n'a pas abouti. Par exemple, les enquêtes sur le décès du général Kaimbi. Pourquoi on ne sait pas nous dire ce qui s'est passé exactement? Parce que quand même, c'était un gars qui a travaillé dans le renseignement militaire pendant des années, donc il a quelque chose qui peut dire à la République. Ce sont des généraux qui trafiquaient évidemment pour quelqu'un contre la République. Et pourquoi, par exemple, Albert Riouma, pourquoi est-ce qu'Albert Riouma, qui est accusé sur un dossier aussi important de la JCAMINE, n'est pas toujours inquiété? Donc voilà, ce sont tous ces dossiers-là qui, moi, m'inquiètent. Et de temps en temps, ça commence à créer des doutes dans vous pour dire est-ce que finalement,
ces gars-là sont là pour nous et pour le peuple congolais, ou bien sont là pour leurs propres intérêts et leur famille? Blaise Matumo. Alors, en vous voyant comme ça, je me dis que le Congo a vraiment grand besoin des gens comme vous. Voilà, c'est-à-dire que des jeunes qui s'intéressent à ce qui se passe au pays, à la politique, à tous les aspects de la vie sociale des Congolais. Comment vous voyez l'avenir, votre avenir, vous, et l'avenir du Congo dans les 10 prochaines années? Est-ce qu'on va encore continuer, 10 ans après, à parler de la même situation du Congo, ou bien vous avez quand même une lueur d'espoir que les choses vont changer? Comment vous voyez l'avenir? Alors, mon avenir à moi est radieux. Très bien, ça c'est bien. Parce que j'ai réussi à traverser beaucoup de montagnes pour arriver là où je suis. Et je n'ai jamais bénéficié d'une faveur de quelqu'un pour être là où je suis. Je n'utilise que mes capacités intellectuelles, mes capacités personnelles, peut-être jouer sur ce que j'ai appris d'Alucha pour me construire. Donc je me bats chaque jour pour avancer. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude sur moi-même. Je vais fonder très bien ma famille je crois, dans les prochaines années. Et je donnerai une bonne éducation à mes enfants. Mais l'avenir du Congo m'inquiète. Parce que les Congolais qui ont la charge de gouverner n'arrivent pas à réaliser que c'est aujourd'hui qu'il faut poser des bases solides pour le Congo de demain. Ils n'arrivent pas. Tu as vu, on a fait un constat rapide ici. On voit, on est éparpillé, on ne sait pas là où nous allons. Est-ce que la gratuité sera encore assurée l'année prochaine? Est-ce que cette année sera sauvée? Qu'est-ce qui va se passer demain? Le budget de 11 milliards, 5 milliards, maintenant là, on ne sait pas avec Covid, et ce Covid devient un motif valable pour tout recalculer. Notre économie, quels sont les piliers de notre société? Les inégalités, la cohésion sociale n'est pas respectée. Il y a vraiment un problème sérieux. Ce qui fait que c'était aujourd'hui, c'était à la charge du président actuel de poser des bifurcations qui peuvent nous amener à un changement. Et dans 10 ans, pour nous dire, d'ici 10 ans, le Congo, d'ici 10 ans, je crois, on aura plus de 100 millions d'habitants, parce que là, on est à 10 ans à 2030. 2035, par exemple, Kinshasa aura 5 millions d'habitants. Mais si vous posez la question au gouverneur aujourd'hui, comment il voit, lui, la gestion de Kinshasa de 10 ans, il ne sait pas. Il gère les accessoires. Donc, c'est la même situation au niveau, à l'échelle nationale, où le Congo, on a l'impression que le Congo il est désintégré à l'intérieur de lui-même. Je m'explique. Le gouverneur, un gouverneur du Katanga, par exemple, du Haut-Katanga, il est comme un petit roi. Il est intouchable là-bas, il fait ce qu'il veut là-bas. Un gouverneur au Nord Kivu fait ce qu'il veut là-bas. On a l'absence, les maires des villes, vous ne les sentez pas. On a difficile à sentir les maires des villes. C'est ce qui veut dire que la décentralisation, telle qu'elle est conçue dans la logique de Kabila, a échoué. Mais qu'est-ce qu'on fait actuellement pour réorganiser le territoire afin que les gens se sentent intégrés, que ce soit du point de vue social, du point de vue économique, mais aussi politique, dans la gestion du pays? Il n'y a rien qui se fait. Ce qui fait que dans les 10 ans, Tshisekedi probablement sera encore le prochain président, on ne sait pas s'il triche ou bien s'il fait encore notre deal, ou alors il gagne, je ne sais pas, mais gagner les élections, j'en doute. Il peut encore, c'est la même génération qui va encore être au pouvoir d'ici 10 ans. Moi, si je postule le candidat, je ne serai pas élu. Même si je peux avoir des beaux discours, je peux avoir des beaux projets, je ne serai pas élu. Parce que je n'ai pas le moyen. Et parce que je ne suis pas une personnalité forte. Mais parce que notre système politique veut que ceux qui ont le moyen gouvernent. Et nous devons déconstruire cette organisation électorale de notre pays. On doit laisser à citoyens de participer aux élections, à rendre les élections plus accessibles. Ce n'est pas possible que pour être président de la République, pour postuler être candidat, il faut payer 100 000 balles. Moi, où est-ce que je trouve 100 000 $ aujourd'hui? Tu vois, donc ils ont mis en place des barrières assez fortes pour que c'est eux-mêmes qui gouvernent le pays d'ici 20 ans. Or, ils ont montré qu'ils sont incapables de dégager des pistes de solutions, des orientations stratégiques pour commencer à bâtir un État viable et fiable. Or, le Congo, dans sa configuration géopolitique, dans sa configuration stratégique, nous impose à jouer un rôle dans le décollage de l'Afrique. On ne sait pas décoller, l'Afrique ne sait pas décoller. Même si on va de gauche à droite, des petits États isolément sont en train de faire quelque chose, mais l'Afrique a peine à bouger, à décoller. Parce que nous sommes au centre. Nous avons toutes les ressources naturelles.
Donc il faut que nous, on se relève et puis vous voyez, l'Afrique va monter. Mais on ne peut pas se relever dans les conditions actuelles parce que nos gouvernants, on l'a dit ici, ils sont au service des intérêts extérieurs, ne peuvent pas jouer le rôle qui est le nôtre. Si nos mamans, si nos familles ne peuvent pas manger, les ménages ne peuvent pas manger 2 fois par jour, si les enfants ne peuvent pas aller à l'école, si les jeunes à l'Est, dans beaucoup de villages, n'ont que des choix d'aller dans les groupes armés, il y a des problèmes. Si on ne sait pas quitter Kisangani pour aller à Bunia dans 2 heures, il y a des problèmes. Si je ne sais pas aller à Kikwit de Kinshasa, il y a des problèmes parce qu'il n'y a pas de route. Il faut aujourd'hui que le président s'arrête et mette en place un plan de développement du Congo qui se base sur nos réalités socio-économiques, nos réalités culturelles. Et à ce moment-là, on va dire, d'ici 10 ans, le pays, on peut espérer avoir une société, une population à un revenu peut-être de 2 chiffres, un revenu quelconque. Mais là, on ne sait pas. Moi, vraiment, je ne sais pas vous dire. Okay. Tout ce que je sais, d'ici 10 ans, la population congolaise sera plus de ça, entre 110 et 120 000 habitants. Kinshasa aura 25 millions d'habitants. Goma aura 4 millions d'habitants. Et d'autres villes vont galoper à terme de population. C'est tout ce que moi je sais. Le reste, l'accatrement de cette population-là, moi je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas les lire aujourd'hui, et nos autorités ne veulent pas nous donner de l'espoir pour voir ce qui va se passer demain. Mais moi personnellement, je vais continuer à me battre, je vais continuer à utiliser de mes capacités pour essayer de créer des conditions nécessaires à l'épanouissement du Congolais, l'épanouissement de notre pays. Donc moi je vais continuer, c'est-à-dire que je vais continuer à lutter, je vais continuer à chercher d'autres personnes comme moi, rassemblons les matériaux, rassemblons les idées pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver ce pays qui est pris en otage par une classe politique qui est obsolète depuis les années. Donc c'est notre responsabilité. Ok. En tout cas, de ce que vous avez dit, j'ai retenu en tout cas une chose importante, c'est que le Congo actuel a un modèle de gouvernement qui n'est pas le sien. Donc en fait c'est un modèle qui vient, en fait ils ont copié une façon de gouverner, une façon de faire en sorte qu'ils restent au pouvoir, parce que si nous voyons très bien en Occident, aux États-Unis par exemple, ceux qui peuvent être élus sont ceux qui ont des moyens. Je crois que c'est aussi une façon de dire que nous avons copié aussi quelque part cette façon de gouverner, de se dire que pour que l'élite reste toujours, pérennise toujours au pouvoir, eh bien, il faut mettre quelques barrières. Faire en sorte que ce soit les mêmes qui se présentent, qui aient les moyens et tout ça. Ça, c'est un premier point. Deuxième point important, c'est que la constitution congolaise, est-ce qu'elle a réellement été bâtie par les Congolais eux-mêmes? Est-ce que ce n'est pas aussi un copier-coller d'une constitution venant d'ailleurs? Est-ce que nous ne devons pas repenser la nation africaine? Mais pour que cela arrive, il faut peut-être que ceux qui nous dirigent soient réellement élus des peuples. Voilà. Or, ce n'est pas le cas. Du coup, moi, par rapport à ce que je viens de dire, je me dis que peut-être dans les 10 prochaines années, on peut avoir l'espoir que le Congo voit l'émergence des nouveaux dirigeants, des jeunes comme bienvenus et tout ça. Mais en même temps, on peut avoir une peur qu'il y ait une dislocation, qu'il y ait une séparation, qu'il y ait justement ce que nous craignons qui se passe à l'Est, qu'une partie du territoire congolais n'appartienne plus à ce Congo. Étant donné que le Congo a toujours été considéré comme l'éléphant au pied d'argile, avec énormément de convoitises des pays voisins et des puissances étrangères, peut-être que d'autres nations sont en train de comploter actuellement pour disloquer ce pays, pour faire en sorte qu'une partie de ce pays revienne à un pays voisin ou créer carrément un nouvel État. Donc voilà, donc les projections d'avenir, en tout cas pour ma part, ne sont pas forcément optimistes, mais le temps nous dira si nous avons raison ou pas, ou quoi que ce soit, mais nous avons quand même espoir de savoir qu'il y a des jeunes qui sont là, des jeunes qui se mobilisent, qui travaillent tous les jours, avec des difficultés, surtout là-bas au Congo, qui veulent voir le Congo décoller, qui veulent que ce pays soit complètement différent. Voilà, donc tous les jeunes qui nous suivent, qui nous écoutent, prenez part. Chacun à sa façon, chacun avec les moyens du bord. Prenez part parce que nous ne pouvons pas rester simples spectateurs. Nous devons être acteurs de notre avenir. Si bienvenue Matumo, un mot de la fin avant de clôturer cette émission. Alors, un mot de la fin, c'est d'appeler encore une fois aux gouvernants, cette classe qu'on a décriée tout à l'heure ici, de comprendre la nécessité d'engager des réformes. Ces réformes-là qui vont nous dire où est-ce que nous voulons aller d'ici 10 ans. Et là, maintenant, je pourrais dire que d'ici 10 ans, nous voulons être un État viable qui aura des routes,
qui aura l'électricité, où le revenu moyen des Congolais aura peut-être de 100 dollars, 200 dollars, par exemple. Ou bien nous serons un État considéré si l'État, dans la sous-région, nous serons un État fier, où les gens sont... Ce sont des réformes qui peuvent nous amener à avoir ce genre d'espoir sur le long terme. Mais aussi, c'est que ces réformes doivent être menées par les vrais acteurs. Il ne faut pas torpiller. Parce que Kabila a tenté des réformes, mais parce que ces réformes étaient torpillées, n'étaient pas portées par l'ensemble de la population, soit il n'a pas voulu les mettre en œuvre, ou alors ces réformes ont échoué complètement. C'est pourquoi moi je disais tout à l'heure ici, il faut que chacun nous montre sa bonne volonté. On n'a pas besoin de la bonne volonté parolière, on a besoin d'une bonne volonté pragmatique à terme des actes qui engagent la réforme de l'armée de la police, qui engage la réforme de la CENI, qui engage la réforme de la Cour constitutionnelle, qui engage la réforme, je ne sais pas, il y a plusieurs réformes qui peuvent être menées. Quelque chose, il y a des aspects qui ne sont pas compatibles dans notre constitution. On doit arriver à questionner la viabilité et l'efficacité de notre constitution. Comme vous avez dit, il y a des copier-coller, il me semble. On doit les enlever et intégrer dans notre constitution nos cultures à nous, qui sont nos forces finalement, pour éviter ce qui peut arriver comme demain. Et comme on a dit ici, ces velléités de balkanisation, j'ai un ami qui appelle ça des congolisation, qui sont en train de remonter à la surface, sont inquiétantes. Et il faut tout de suite les arrêter. Et les arrêter n'est pas de dire si vous menez ce discours-là, on va vous arrêter, mais il faut répondre aux préoccupations qui soulèvent. Pourquoi les gens ne se retrouvent pas dans ce grand Congo? C'est parce qu'ils ne bénéficient pas. Moi, je donne un exemple. Un gars qui est dans les massifs de Rwenzori, à Beni, qui n'a jamais vu de l'eau, qui n'a jamais vu d'électricité. Dans son village, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé. Et puis vous dites à ce jeune que lui, il doit rester ipso facto dans le Congo tel qu'aussi par les Belges. Il va vous dire, qu'est-ce que moi j'ai de commun avec un monsieur qui est à Moanda par exemple. Mais c'est l'État qui doit créer ces liens à travers un État pour donner des besoins sociaux à tout le monde partout où il se retrouve. Ce sera comme ça qu'on va taire ces débats à dire il faut qu'on se sépare de Kinshasa parce que Kinshasa consomme toutes les recettes du pays. Il faut nous laisser aussi, nous, les problèmes. Non, ça va se poser si et seulement si on n'arrive pas à résoudre ces problèmes qui sont d'ordre sociétal. Et il faut le faire. C'est aujourd'hui pourquoi la nécessité de réformes est impérieuse et c'est le gouvernement actuel qui doit s'impliquer et porter ce chapeau de réforme. C'est la responsabilité du président. Il faut, même dans la politique publique, lorsqu'on élabore les politiques publiques, il faut qu'il y ait une volonté affirmée de l'autorité concernée dans la rédaction des politiques publiques. Et donc ici, on engage Tshisekedi, qui est le garant, on dit le garant de la Constitution, de pouvoir engager les réformes. Et d'ailleurs, dans son discours sur l'état de la nation, il avait mentionné qu'il faut qu'il y ait des réformes importantes à mener. Mais 6 mois plus tard, il n'y a rien qui s'est fait. Maintenant, la Covid est venue, c'est devenu l'esquisse coupable pour dire non, mais on ne peut rien faire quand même. Voilà, d'autres pays continuent toujours à fonctionner, à se mobiliser. Et donc, les réformes sont importantes pour espérer voir un Congo viable, un Congo en cours de changement d'ici 10 ans. Mais pour ma part, je le répète, je vais continuer à me battre avec mes amis, avec tous ceux qui veulent pour qu'on change ce pays-là. Bien, c'était le mot de la fin. Aujourd'hui, nous avons reçu Bienvenue Matumo de la Lucha. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine émission.